Lorraine. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire donc, dédié à la fixation des objectifs en coaching et comment allier intelligemment la déontologie et le juridique. Je suis Julie, j'ai cofondé Ujo avec Oriane, je suis une ancienne avocate, docteur en droit, également autrice d'ouvrages juridiques. Et de mon côté, Oriane, juriste également dans le domaine de la protection des données personnelles, et également coach et professeur de yoga. Et on est très, très heureuse aujourd'hui de recevoir Séverine Mochine qui va bien sûr se présenter pour qu'on puisse ensemble discuter, échanger et aller en profondeur sur un sujet majeur pour vous permettre à vous, coach et professionnel du bien-être, de sécuriser votre activité et de l'inscrire dans un cadre, une alliance de coaching solide. Séverine, the floor is yours. Merci. Je peux faire chauffer. Non. Donc oui, je suis superviseur, je suis coach professionnel accrédité senior à l'EMCC et j'ai créé une école de coaching. Voilà pourquoi il est opportun de parler et que j'ai la légitimité de pouvoir parler, de vous transmettre surtout l'idée, elle est vraiment là. Je vais vous partager des diapos, vous transmettre des trucs et astuces pour bien fixer vos objectifs en coaching, parce que c'est forcément la programmation de nos clients. Voilà. Donc, j'ai créé une école, j'ai un organisme de formation et de coaching et je suis spécialisée en agilité comportementale. Donc, on déploie l'agile profil pour pouvoir accompagner les transformations individuelles et collectives qui permet de mesurer l'agilité, donc la capacité à agir de manière adaptée à son contexte. Et c'est en aucun cas un test de personnalité, c'est complémentaire. Et la particularité de Séverine, si ce n'est qu'elle est partenaire d'Ujo depuis plusieurs années, elle fait partie des directeurs, directrices d'écoles de coaching qui ont intégré les aspects juridiques dans la pratique de la formation de coaching. Elle forme bien sûr des non-coachs à devenir coach, mais elle forme aussi des coachs déjà certifiés pour aller un peu plus loin aussi dans la pratique de l'agilité et bien sûr plein d'autres méthodes de coaching qui peuvent vous aider à booster aussi votre activité et votre business. Voilà, je me permets de rajouter ça, Séverine, parce que ça peut Merci. intéresser beaucoup des participants. Oui, oui, tu fais bien. Ce matin, j'ai reçu sur LinkedIn un petit message en disant, mais moi, je suis un vieux coach, avec des guillemets. Alors, pourquoi vous m'invitez à vos ateliers? En fait, parce que moi aussi, comment je peux vous aider? Alors, non, enfin, l'idée, c'était de partager des opportunités, effectivement, de se former à de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Et la plupart du temps, les écoles forment au métier de coach, donc vraiment aux techniques de coach, en oubliant quelques outils comme la partie développement de son activité, donc partie commerciale, marketing, image de marque, et aussi la partie juridique. Voilà, donc important de partager ces éléments-là aussi. Merci, Oriane. Alors, est-ce que tu as des slides à nous partager, Séverine? Oui. Ok. Bah, écoute, tu peux les partager. Voilà, je Allez. te laisse, the floor is yours. Encore une fois, pour rappel, hein, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On va essayer de faire en sorte que ce soit vraiment le plus interactif possible. Donc, on va être amené à poser directement des questions à Séverine, mais aussi on va relayer les vôtres et n'hésitez pas à nous bombarder de questions dans le chat. On sera ravis du plus d'interactions possible. Oui, c'est plus agréable quand on anime. Merci d'avance. Donc, quelques diapos très simples, juste pour vous rappeler pourquoi les objectifs et en quoi l'importance d'avoir un contrat qui tient la route, je vais le dire comme ça, qui tient la route à tous les sens du terme, d'un point de vue déontologique, mais aussi d'un point de vue juridique. Le code de déontologie, moi j'ai partagé celui de l'EMCC parce que c'est la fédération à laquelle je suis adhérente, mais celui de ICF ou de SF Coach sont à 99% identiques, puisqu'ils sont conformes, ils ont signé tous ensemble la charte de régulation qui est déposée au niveau de l'Europe. Donc, je vous en ai fait une synthèse que j'avais fait quand j'étais déléguée régionale de la fédération.
une synthèse qui reprend les grandes thématiques d'un code de déontologie. Mais déjà, est-ce que vous savez à quoi ça sert un code de déontologie? Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous dire à quoi ça sert? Celles qui veulent mettre le micro on, c'est le moment. Virginie, peut-être? Sinon, dans le chat, hein, vous inquiétez pas. Ouais. Garantir Garantir la bonne pratique. Voilà. Oui, exact. Garantir la bonne pratique. Garantir pour qui? Pour tout le Donner monde. confiance au client, oui. Dans les deux sens, pour le Et client oui, et le pour le coach. client et pour le coach. Et ça, c'est super important. La plupart du temps, on oublie qu'on cherche à protéger son client, on cherche à protéger ses intérêts, mais parfois, on ne s'occupe que d'un côté que de l'autre, en fonction, voilà, des personnalités, des intérêts, du contexte du moment, où on a peut-être des difficultés personnelles, donc on va chercher à se protéger soi, ou alors on est très centré sur notre client, on va chercher à protéger notre client. Là, c'est les deux. Et le seul moyen que notre client a à être protégé, c'est d'avoir effectivement un contrat qui cadre bien la manière dont vous allez intervenir, des conditions générales de vente, les filles vous en parleront beaucoup mieux que moi, sur vos devis et vos factures, et aussi un contrat pour définir comment vous allez intervenir auprès d'elle. Ce contrat, il doit toujours faire référence au code de déontologie auquel vous êtes affilié. À l'intérieur, donc, il y a des modèles sur Ujo. Le modèle est parfaitement bien fait et effectivement, il met le lien. Vous pouvez avoir le lien. Là, c'est le MCC et c'est une synthèse. C'était juste pour vous montrer les grandes thématiques. Et c'est essentiel de pouvoir s'y raccrocher. Il y a un autre élément important, c'est que dans chacune des fédérations, aujourd'hui, le coach professionnel est un métier qui est autorégulé. Ça veut dire qu'il est structuré, encadré et il y a donc un référentiel de compétences. C'est pareil, il y en a 8 à l'EMCC, il y en a 11 à ICF. Globalement, ce sont les mêmes. Il y en a juste qui séparent deux compétences. Et on voit que une compétence essentielle, c'est la gestion du contrat. C'est une compétence en tant que telle, vraiment. Donc, il est important de pouvoir déterminer et actualiser les attentes et les limites du contrat de coaching ou de mentorat. C'est le même contrat, ceux qui sont mentors, avec le client et le cas échéant avec le commanditaire. Vous faites parfois des tripartites, voire des quadripartites, quand il y a un RH qui veut aussi participer aux réunions de démarrage, de bilan mi-parcours et de bilan. Du coup, l'important de définir ce contrat. Dans ce contrat, il va falloir mettre des objectifs. Les objectifs, ils font référence aussi à la dernière, à deux autres compétences, donc 3 au total, c'est orientation sur le résultat et l'action. Comment on va mettre en œuvre une démarche et utiliser les compétences nécessaires pour aider le client à aboutir aux changements souhaités. Il faut encore les définir, ces changements-là, et du coup pouvoir les évaluer. C'est la dernière compétence. Et ainsi, ça va rassembler les éléments sur l'efficacité de ces pratiques et contribuer à l'ancrage d'une culture de l'évaluation des résultats. Vous connaissez le fait que si ils ne sont pas bien rédigés, on va générer des biais et on va entraîner notre client vers une cible qui n'est pas forcément tout à fait la sienne, ou au contraire, en mettant du flou, eh bien, on va lui permettre d'être flou dans sa mise en action. Donc, un contrat, c'est effectivement la compétence 3 du référentiel de compétences de coach professionnel. Il y a 2 types de contrats. On peut faire des contrats de coaching individuel ou des contrats de coaching en pluripartite, en général tripartite. Donc, ils sont forcément soit signés par le client, qui est aussi le prescripteur, quand il vient de lui-même, pour lui-même. Et le contrat pluripartite, il est signé par le client. En général, dans le tripartite, c'est son manager, donc le coach 1, le client 2, le manager 3. Et parfois, c'est un quadripartite avec un RH qui se met en plus ou le prescripteur. Ça peut être un délégué, un directeur général. Le contrat contient plusieurs choses. Il contient le processus. Comment vous travaillez en séance de coaching? Qu'est-ce que vous allez aborder sur l'ensemble du processus de coaching, les X séances que vous allez faire?
Et puis son contenu. Vous allez travailler quoi, sur des processus relationnels, vous allez travailler sur du développement personnel, vous allez travailler sur quoi? Il va falloir définir le contexte du client. Dans quel contexte il est venu vous solliciter? Et vers quoi il veut aller? Vers quoi il veut aller lui? Et vers quoi veut aller, quand on est sur du pluripartite, son manager, son RH, son prescripteur? Parce que vous ne devez accepter un coaching que quand l'ensemble des parties prenantes sont alignées. Vous imaginez que vous acceptez un coaching pour un client qui veut quelque chose que son manager ne veut pas, ou inversement. Si vous bossez pour le client, le manager va dire que vous êtes nul. Si vous bossez pour le manager, le client, le bénéficiaire du coaching dira que vous êtes nul. Donc forcément, il faut que les objectifs soient alignés par l'ensemble des signataires du contrat. Évidemment, il y a le droit et les devoirs du coach et de son client. Et je le disais, la référence au code de déontologie auquel est affilié le coach. Vous avez un livre très intéressant, un paragraphe très intéressant dans le livre Le métier de coach de François Delivray, qui est attention aux enjeux secrets. Juste petite anecdote sur tout ce qui peut se cacher derrière les objectifs de coaching et les enjeux du client ou du manager. Alors, les objectifs en coaching, ils sont là pour aider le client à clarifier ce qui le porte vraiment. Oui, Claudine, vous avez une question. Bon, Claudine a levé la main, mais elle ne prend pas la parole. Donc, je vous laisse m'interrompre, les filles, si jamais. C'est aider le client à clarifier ce qui le porte vraiment, vraiment, mais profondément. Où est-ce qu'il veut aller? Où est-ce qu'il a besoin d'aller? Pas juste envie. S'il vient nous solliciter, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore plus profond. Un objectif doit être SMART. Alors, vous avez sûrement tous entendu parler de SMART jusqu'au T. Moi, je rajoute un E. Et en coaching, j'estime qu'il est essentiel. Donc, spécifique, ça veut dire qu'il est clairement défini. C'est-à-dire qu'il doit permettre de déclencher l'action, la motivation et l'ambition du client. Il doit être mesurable, donc le plus concret possible. Comme chez Unique, on travaille en neurosciences. L'idée, c'est, en neurosciences, on sait que le cerveau ne se fait que des images. Donc, il faut que ce soit mesurable, c'est-à-dire que le client il puisse déjà se projeter sur ce qu'il aura atteint à la fin, concrètement. Atteignable, évidemment, il faut que ça respecte ses compétences. Je pourrais rajouter même son contexte professionnel, familial, etc. Et physique. Réalisable, il doit être accessible dans le contexte du client, mais ça veut dire aussi dans son contexte, là aussi, professionnel, personnel, physique. Et il doit être réalisé dans le temps prévu à cet effet. J'ai un client un jour qui en fait une première réunion de démarrage, on définit les objectifs, un coaching qui devait durer à peu près 8 mois, une dizaine de séances, et il me dit, au moment où il reçoit sa convention, son contrat de coaching, il me dit, ah mais non, mais moi je vais en faire que 5 déjà pour tester, après on verra. Et je dis, oui, mais ça ne marche pas. Parce que 5, eh ben, ce n'est pas le même temps que 10. Donc, oui, Claudine veut dessiner sur mon... Claudine, vous voulez intervenir? Est-ce que je peux répondre à votre question? Sinon, utilisez le chat et puis on va faire une petite synthèse. Et donc, forcément, là, attention aux objectifs. Quand si là, on avait défini des objectifs pour 10 séances, ça ne marche pas pour 5 séances, qui sont que la moitié, voire un tiers du temps, puisque dans la façon dont moi, je travaille, j'ai des séances plus rapprochées au début. Donc, forcément, là, c'est plus smart. Et enfin, le E pour écologique, à la fois pour le client et pour son entourage. Il doit être respectueux, cet objectif, de l'équilibre interne et externe du client. Écologique, c'est l'écologie pour l'environnement et pour soi. Du coup, dans un contrat, il pourra être écrit de cette manière. Non, il y a une petite erreur qu'il faut que je modifie tout de suite là. Excusez-moi, j'ai laissé un petit vieux truc qui traîne. Hop, que j'enlève et j'arrive. Voilà. Hop, voilà. Donc, dans le contrat, il pourrait être écrit lorsque l'accompagnement sera terminé, donc pour aider le client vraiment à se projeter, je fais quelque chose.
un verbe d'action au présent, mais un verbe d'action. Et surtout avec une formulation positive. C'est pas j'arrête de. C'est pas je penserai à arrêter de. Non, ça c'est pas un verbe d'action et c'est pas une formulation positive. Donc c'est je me mets à faire ça. Et comment je le mesure, puisqu'il faut qu'il soit smart, eh ben, je vais avoir derrière un indicateur de réussite, un résultat concret qui va me permettre de définir et de répondre à la question à quoi on le verra. Donc, il faut bien évidemment faire décrire la situation idéale à son client dans le temps imparti par le coaching et ne pas penser à la place du client. Lui, moi, je vous invite à lui faire rédiger ses objectifs comme ça. C'est-à-dire que vous lui faites travailler sa séance pour définir les objectifs avec les outils que vous voulez. Il y en a plein, RPBDC, le gros, le score, il y en a plein. Et à partir de là, lui dire, bon, mais maintenant, les objectifs que vous avez identifiés dans votre coaching, comment vous pourriez me les rédiger, comment vous pourriez les formaliser, les verbaliser de cette manière-là, je, plus un verbe d'action au présent, plus dans une formulation positive. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Alors, si c'est OK, je vous propose un petit exercice. Ah non, j'ai autre chose derrière. Je vous ai carrément dit, moi, le petit paragraphe que j'ai mis sur mon contrat, c'est lors de la réunion de lancement, X, Gertrude a validé ses objectifs avec son responsable, Robert, comme suit. Une fois l'accompagnement terminé, je plus un verbe au présent, positif. Le résultat, c'est la description d'un résultat concret et visible qui serait la réponse à la question à quoi on verra que cet objectif est atteint. Et on met une évaluation au départ. C'est-à-dire aujourd'hui, finalement, dans cette manière de faire, d'agir, j'en suis à combien? Entre 1, la plus mauvaise note, et 10, la meilleure. Je ne mets pas d'évaluation finale, puisque c'est sur 10, le cerveau intègre automatiquement que l'objectif est à 10. Même si à la fin de mon coaching, je suis rarement à 10, encore plus en France, parce que 10 sur 10 en France, ça n'existe pas, malheureusement. Mais l'idée, c'est surtout de lui faire mesurer à combien il est aujourd'hui. Bilan mi-parcours, vous pourrez du coup revenir là-dessus en le refaisant évaluer à combien vous en êtes aujourd'hui de ce mode de fonctionnement, de comportement. Il pourra vous donner une note, vous lui redonnerez la note du début, il sera content de voir à combien il a évolué. Et à la fin, pareil. Du coup, important, donc on ne met pas de note de fin pour ne pas biaiser l'histoire. Et puis, si jamais le client a plus de 5 sur 10, demandez-lui, du coup, en quoi ça lui pose vraiment un problème? Parce que 5, moi, la question que je pose derrière, c'est pourquoi autant? Parce que s'il a plus de la moyenne, c'est en quoi c'est vraiment un objectif qu'il a besoin de travailler. C'est qu'il y a peut-être quelque chose de caché derrière et c'est ça vraiment qui bloque l'atteinte du résultat. Du coup, je vous propose un exercice, soit dans le chat, soit en prenant la parole. Est-ce que vous pouvez trouver les erreurs dans cette rédaction d'objectifs? Rien de tel que la pratique. Donc, je vous ai pris des cas réels de mes élèves sur une première rédaction de contrat. Qui voit les erreurs? Bon, alors pas moi déjà, je dois être la seule non-coach. Et oser prendre la parole, il n'y a pas de mauvaise réponse. En quoi, si on répond à la question justement, comme tu dis, à quoi verrons-nous que cet objectif est atteint, on a un problème déjà avec le terme légitime. Oui. En quoi je suis légitime? Qu'est-ce que veut dire légitime pour moi? Alors, je reviens là. En quoi le verra-t-on? C'est sur le résultat. Mais c'est même sur la formulation de l'objectif qui doit être un jeu plus un verbe d'action. Je ne l'ai pas mis là, mais je l'ai mis juste à la page d'avant. Verbe d'action au présent. Là, il me manque le verbe d'action au présent. Je suis légitime. OK? Donc, je suis légitime, c'est un problème. Bien vu, Oriane.
Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, dans le chat, je crois quelqu'un avait dit, je ne sais pas, qu'il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas d'échéance. Pas Donc, on n'est d'échéance. pas dans le smart. On n'est Il n'y pas a dans le pas smart total. d'échéance. Voilà, donc sur le contrat de coaching, il y a la date à laquelle est rédigé le contrat et ils savent combien de temps, donc c'est dans un autre paragraphe, ils savent combien de temps dure le coaching. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'objectif, on suppose, en tout cas moi je l'accepte comme ça, on suppose que c'est sur la durée du contrat, qu'ils l'ont bien fait valider. Il y a autre chose qui m'embête. Il y a qu'ils n'ont pas évalué le départ. Et pourtant, c'est écrit comme ça dans le contrat, hein, je vous assure, j'ai rien, j'ai fait copier-coller. Il a mis XX sur 10. Et je dis, et du coup, ton client, il en est où dans sa mise en œuvre de 4 à 5 facteurs? Bon, déjà, c'est 4 ou c'est 5? Parce que quand on va devoir évaluer, s'il atteint 4, il met 10 sur 10, et s'il atteint 5, il met 8, et 5, il met 10, alors qu'en fait, 4, c'était déjà dans ses objectifs. Donc, de la précision. À partir de combien, à quoi le verra-t-on que, ben, justement, il prend sa place dans le poste de direction opérationnelle. Donc, Alors, vraiment, d'action. Séverine, j'ai une question qui me vient assez spontanément et puis Julie, tu vas pouvoir aussi y contribuer. Là, on parle bien, pour tous les coachs qui nous entendent et les thérapeutes, du contrat d'objectif. Oui, La manière dont Séverine le présente est en parallèle du contrat de prestation de coaching et il est très spécifique dans le détail à fournir pour permettre à votre client de savoir où il va, à quoi il s'engage et vous, en tant que coach, de vous permettre aussi d'évaluer où vous en êtes avec ce client. Donc, c'est vraiment un phare dans le méandre et la tempête ou la complexité que rencontre le client. En revanche, il y a un enjeu qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est potentiellement de ne pas attacher, mais Julie, je réfléchis à voix haute, ne pas attacher ce contrat d'objectif à votre contrat de prestation de service, parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que cette fixation extrêmement spécifique des enjeux, des obligations, pourrait faire penser que si ce n'est pas atteint à 10 sur 10, et comme le dit Séverine, c'est rarement 10 sur 10, le client ait envie de se retourner contre vous en vous disant ah bah ouais, mais bon, c'était dans le contrat, on avait prévu que quand même notre objectif, c'était d'arriver à 10. Je suis pas arrivée à 10, donc je paye pas le dernier tronçon. alors oui et non, parce que je ne mets pas l'évaluation de la fin. D'accord? Et il n'y a jamais l'évaluation de la fin. Et on ne peut pas la prédire, l'évaluation de la fin. Ça ne veut pas dire que ça sera un coaching qui ne sera pas réussi. D'accord? Donc, oui, vous pouvez les séparer. C'est ce qu'on fait effectivement quand vous faites un contrat de prestation, c'est-à-dire vous contractualisez une prestation avec un client. Il y a plusieurs coachings avec de la relation hiérarchique. Vous ne pouvez pas donc faire tous les coachings et vous les sous-traitez à des collègues. Et du coup, le contrat, lui, il est partagé. Les objectifs sont confidentiels entre le coach et son client et son bénéficiaire et pas le responsable de l'organisme, du cabinet de coaching qui a partagé les coachings. Mais effectivement, c'est de l'implicite, mais ce n'est nullement écrit que c'est l'évaluation finale. Hein. Oui, en Donc, fait, c'est vrai que peut-être bon, on anticipe un petit peu sur ce qu'on allait vous dire juste après, mais comment je vois qu'on a quand même beaucoup de clients aujourd'hui pour pas vous perdre. Donc si vous êtes client Ojo, vous avez un contrat de coaching bien bétonné, bipartite, tripartite, B2C, B2B. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce contrat-là, bah, on dit souvent, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est ce qui va sceller officiellement votre relation contractuelle avec votre coaché ou avec le donneur d'ordre. C'est ce qui va protéger votre responsabilité, qui va prouver aussi que vous avez bien rempli vos obligations professionnelles. Ceci étant dit, le coaching, c'est bien plus complexe qu'un simple. Ah, on a perdu Julie. Donc, c'est bien plus complexe qu'un simple contrat. Je reprends toujours ces phrases. Et donc, c'est aussi là la pertinence de l'intervention de Séverine, c'est de pouvoir aussi ajouter
au contrat, mais pas annexer ce contrat d'objectif. Mon opinion, c'est de ne pas annexer le contrat d'objectif au contrat de prestation de coaching, mais en revanche, d'avoir ce contrat d'objectif qui suit la méthodologie que Séverine est en train de nous présenter. D'ailleurs, j'évalue mon contrat d'objectif par rapport à ce que Séverine nous partage et je me rends compte que j'ai des trous dans la raquette aussi dans la fixation du contrat d'objectif coach-coaché. Donc, cette partie-là va aller bien plus au fond dans le contenu de votre expertise, les moyens à mettre en œuvre et, comme dit Séverine, l'intelligence et la finesse de la fixation de votre objectif SMART. Donc, je réponds à Angélique. Dans notre contrat de prestation de coaching, on ne met pas particulièrement les indicateurs de succès. On fixe le montant, le temps de la prestation, l'objectif du coaching, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il va apporter au client. Il y a bien sûr la clause de non-responsabilité, de due diligence et non pas l'obligation de résultat qui est bien notifié pour vous protéger vous. Mais à côté, le travail que Séverine nous partage aujourd'hui, tout finalement, la qualité de ce contrat de coaching va permettre à vous et à votre coaché d'avoir une vraie roadmap, de vous attacher à ça pour bien sûr répondre au code de déontologie et surtout mesurer régulièrement les résultats, les objectifs atteignables. Excusez-moi, donc si j'ai bien compris, en fait, il y a le contrat de prestation de service et le contrat d'objectif qui est défini par Séverine aujourd'hui. Et par contre, dans ce contrat d'objectif, on fixe les facteurs de clés de succès, Oui. du coup. Oui, vous pouvez mettre juste l'intitulé de l'objectif. Donc là, il n'est pas bon, mais par exemple, je suis légitime pour le poste de direction opérationnelle. Vous pouvez le mettre dans le contrat de prestation, il n'y a aucun souci. Vous ne pouvez pas les mettre de façon à bien ne pas vous mettre en risque d'un point de vue juridique. Vous allez mettre après, vous rappeler ces objectifs avec les résultats et les indicateurs de là où il en est, et puis que vous pourrez compléter au bilan mi-parcours et à la fin pour lui faire finalement une feuille de route. Et pourquoi je travaille sur la rédaction de la manière de rédiger les objectifs, c'est parce que c'est la manière dont le client va se programmer. Et je suis légitime, c'est pas une mise en action. Donc, il y a le contrat qui va sécuriser toute la partie, la manière dont vous allez l'accompagner, le contenu, etc. L'objectif, oui, mais il faut l'amener à ce qu'il soit le plus précis possible. Donc, on a voulu retravailler là-dessus et revenir sur comment on allie le fait d'être en sécurité juridique, mais aussi de stimuler votre client vers son action. Et là, ce que dit Séverine, c'est vraiment pépite parce que vous avez d'un côté le juridique qui cadre votre relation et de l'autre le contrat d'objectif qui est cette feuille de route hyper sécurisée et bornée pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans l'accompagnement. Merci. Donc, je ne sais pas comment les gens arrivent à faire des traits sur mon PowerPoint. Oui, c'est la première fois que ça nous arrive. On a une Incroyable. artiste ou un artiste dans le… On a des gens incroyables. Tu vois, je peux même pas sélectionner. Oui, je peux faire des trucs moi aussi, mais je peux pas mettre une gomme. Donc, bon, voilà, c'est pas grave. Donc, on enlève le trait. D'après vous, sur ce deuxième contrat, deuxième rédaction d'objectifs, qu'est-ce que vous voyez qui peut vous gêner? Allez, qui ose prendre la parole? Peut-être Laurence, parce que je pense que Laurence avait une question, donc ça Elle peut pourrait faire une répondre petite au cas transition. pratique. Alors, je suis piégée parce qu'effectivement, j'avais une question. Ah ben, Laurence, allez-y, posez une question et puis au passage, qu'est-ce qui vous gêne dans cet objectif? Alors, ma question, en fait, c'était juste par rapport à ce que vous avez dit juste avant, parce que dans un contrat tripartite, en fait, bien souvent, moi, c'est une question de timing que j'arrive pas à comprendre, parce que bien souvent, dans les discussions tripartites, sont discutées aussi à quoi va servir le coaching, mais également à quoi on va voir que il y a quand même des résultats.
Et souvent, le manager, il est associé aussi à ça. Mhm. Or, le contrat d'objectif, il est plutôt défini ou en tout cas détaillé lorsque le coaching démarre, en général, en tout cas pour moi, à la première séance. Ce qui veut dire que le contrat de prestation a déjà été signé, mais du coup, il a été signé de manière incomplète. Donc voilà, je suis Alors, un moi, peu je vais confuse. vous expliquer comment je travaille pour pouvoir séparer ces deux choses. C'est-à-dire que je fais signer un Merci. devis en amont. Et ça, le devis, c'est financier. OK. Donc, j'ai rencontré le client, il a dit qu'il voulait, on a pris juste 20 minutes pour faire un mini entretien de motivation. Il est OK pour bosser avec moi, je suis OK pour bosser avec lui. J'ai vu que c'était à peu près cohérent entre ce que veut le manager, ce qu'il veut lui pour lui. C'est OK, on signe un devis, c'est parti. Première séance, on travaille sur les objectifs. À la fin de la première séance, le manager ou le RH nous rejoint et on vérifie que les objectifs sont cohérents et sont alignés avec tout le monde. Mais je n'accepte pas une mission sans savoir vers où je vais. C'est comme si vous montiez dans votre voiture, vous faites 100 km et après vous dites, tiens, je vais mettre le GPS. Là, c'est ballot. On est peut-être parti dans l'autre sens. OK, super. Très, très, très intéressant. Merci de ce partage, Séverine. Je vous en prie. C'était pour moi la grande compréhension, c'est quand j'ai séparé le financier du juridique. Ça m'a permis vraiment de pouvoir travailler proprement pour faire avancer mon client. Le financier, il était géré à part. Et même sur du B2C, hein. Mon client, il signe un devis et après, on bosse sur ses objectifs. Donc là, On avait des réponses, Séverine, donc allez, un dis-moi. peu en vrac, désolée. 5 indicateurs de progression, ça fait beaucoup. Ah bah À oui, hein. l'évidence. Je ne comprends pas l'intérêt de... Ah non, ça c'était autre chose, on y a répondu. Au Pacha, Sophie qui nous donne un petit tips pour effacer l'artiste. Il faut que l'artiste fasse 1 ou 2 CTRL-Z. Voilà, juste merci Sophie d'avoir ce partage. Donc on n'a pas d'échéance ou pas de temporalité. 5 indicateurs de progression, ça fait beaucoup. Il n'y a pas la S de l'ES de spécifique. Développe quoi? Autonomie financière, ça veut dire quoi, etc. Je conçois mon plan d'entraînement me paraît une phrase floue. Donc, est-ce qu'on a On est des d'accord. bonnes réponses dans tout ça? Elles sont toutes bonnes. Il y a le à terme, moi, qui m'a choqué. C'est quoi? À terme de quoi? Il y a un zéro. Alors, le zéro, ça n'existe pas, hein. J'ai déjà fait un bout de truc quand même, parce que déjà, j'y pense. Donc, je suis au moins 1. Donc, les objectifs, c'est de 1 à 10. C'est pas zéro. Et puis, il y avait autre chose. C'était, j'ai 3 projets d'exposition. Alors, je vous redonne la date. Il a été signé en juin 2023. Et 3 projets d'exposition 2024-2025. Assez embêtant. Alors, ou alors le coaching, il dure 3 ans, 2023, 2024, 2025. Dans ces cas-là, ça s'appelle une rente et on n'est plus dans le métier de coach. Et du coup, voilà, il y avait déjà ça. Effectivement, quand vous avez un client et un coach qui l'accepte, parce que là, en l'occurrence, bon, c'est des coachs qui démarrent, hein, on est d'accord, c'est leur premier contrat de coaching. Quand vous avez un client qui vous dit, ah, mais comme indicateur de progrès, il faut ça, 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 juste un petit soi parfait qui est là derrière à travailler. Et effectivement, faites-le travailler. Et si on le voyait vraiment concrètement en juste 2 éléments, 2, 3, mais 5. Et puis effectivement, avec certains qui sont vraiment pas, euh, qui ne vont pas de toute façon aller dans le sens de l'objectif qui est je développe mon activité. Parce qu'avoir présenté ma candidature, ok, on l'a mise en route, mais il n'y a rien qui derrière montre que c'est des projets encore. Là, elle présente la candidature. Là, la personne a 3 projets. Donc, il n'y a pas de choses très, très concrètes. Avoir 20 œuvres, OK. Donc, voilà, très bien. J'en ai fait 2 autres et après, je laisse la main aux filles. Là, d'après vous, qu'est-ce qui gêne? On vous laisse le temps de lire, bien sûr. Oui, parce que c'est quelqu'un qui était prolixe, on en avait. Donc, on ne redit pas. Cette fois-ci, il y en a 6 indicateurs de progrès. Vous avez compris que c'était le même.
commence à avoir des réponses. Les objectifs ne viennent pas du client. Ce sont des propositions d'une autre personne. Voilà, oui, voilà, on a 3 réponses qui reviennent à la même Exactement. idée. Je mets en application les propositions de BIP, voilà, pour me réapproprier mon corps et retrouver une image positive de moi. Donc, OK. Et pourquoi c'est important pour toi? On ne le sait pas. Là, derrière, on commence à avoir des choses, voilà, accepter mon image actuelle, OK, on voit des choses. Donc, il y a indicateur de progrès, j'ai à définir. On ne laisse pas ça, hein. Soit ils sont définis, soit ils ne sont pas définis. Je vais encore plus dans le détail. Garder sur moi et me motiver. C'est pas très concret, me motiver. Je mesure ça comment, la motivation? Bon, je mesure par un acte, mais pas par je me motiver. Je peux pas avoir -1. C'est un peu difficile d'avoir -1 sur un indicateur de progrès. Comment je peux partir à moins que le minimum que je veux avoir? Et pareil pour le 0, on en a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, au-delà de la base des objectifs, c'est moi qui les définis pour moi parce que ça va me faire avancer. C'est moi qui le souhaite, ça ne vient pas d'une impulsion extérieure. Il y a la manière de le rédiger et attention à la manière de le rédiger. Séverine, si je peux me permettre, Séverine, une petite question, une remarque. Je pense qu'on a tous, enfin en tout cas, je parle pour moi, j'ai parlé pour moi, comme en coaching, hein, c'est je, c'est pas on. J'ai en tout cas une définition des indicateurs de progrès qui est un peu distincte de ceux que tu nous as montrés ici. Où pour moi, les indicateurs de progrès qui sont listés pour une bonne partie sont plutôt déjà des engagements que le client peut prendre à la fin d'une séance ou de plusieurs séances, peu importe. Alors que les indicateurs de progrès, dans mon esprit, étaient comment le client se sentirait si il avançait ou s'il avait atteint cet engagement qu'il va prendre ou cet objectif futur. C'est pas, alors oui, mais c'est pas comment il se sentirait, parce que ça, tu ne peux pas le mesurer. Et puis le jour où il s'est bien levé, il va se sentir super content. Puis le jour où il s'est mal levé, avec le même résultat, il se sentira moins content. Donc moi, je préfère les appeler, comme je les ai mis sur la précédente diapo, résultats, c'est-à-dire avec un élément concret. Donc là, si c'était des indicateurs de progrès, ça m'irait, mais avec quelque chose de factuel. J'ai fait une petite fiche récapitulative. OK, c'est factuel. Et dans ces cas-là, comment je me sentirais? Tu vas le mettre avec une valeur finalement. Entre 1 et 10, comment je me sens? Eh ben, aujourd'hui, je me sens à 2 parce que je ne l'ai pas encore faite, ma fiche. OK, d'accord. Et au fur et à mesure des séances, tu vas pouvoir effectivement aller mesurer les progrès. Alors, est-ce qu'elle est faite, cette petite fiche? Ah ben super, à combien? Mais on ne met pas aussi, je ne vous l'ai pas mis là, mais il y a plein de choses à dire sur ces indicateurs. Je peux avoir fait une fiche et me motiver. Bah, c'est 2 résultats déjà. Donc, c'est 2 choses différentes. Bon, puis quand j'en ai l'occasion, du coup, ça ne veut rien dire. C'est bah ouais, j'en ai pas eu l'occasion, hein. Alors, du coup, je n'ai pas avancé. Attention à tous ces petits mots-là qui font que, du coup, votre contrat n'est plus un contrat d'objectif, puisque la personne a semé des petites choses pour se faire de l'auto-sabotage, hein, des petits raccourcis là. Hop, je ne l'ai pas pris parce que je ne pouvais pas. Ça veut dire, Séverine, que dans la séance exploratoire qu'on mène tous, si par exemple l'objectif est à 6 mois de transition professionnelle, par exemple d'avoir trouvé un nouveau poste, il y en a beaucoup qui font de la transition professionnelle, il faut que le client ait déjà 5 étapes quasiment, ou 3 ou 4, peu importe le nombre, 5 étapes par lesquelles il va absolument devoir passer et ce qu'on appelle donc ça les indicateurs de progression pour atteindre son objectif. Ce qui sera différent des sous-engagements, enfin des engagements par exemple qu'il prendra à la fin de chaque séance. Alors, moi, je mets une ligne qui définit l'objectif et une ligne de résultat. À quoi je verrai que ce résultat est atteint? Moi, je ne mets pas d'indicateur de progrès. Je vais plutôt le travailler en mode coaching à chaque fois. OK, Super, et qu'est-ce qui montre la que tu motivation vas vers générale ton un peu dans objectif? les chaussettes pour cette reprise. Ah, ouais, tout le monde est un peu dans les chaussettes. Voilà. Du coup, c'est toi qui vas le travailler là dans tes séances de coaching, le fait qu'il mette des étapes.
au début, il ne peut pas définir ses étapes. S'il les avait déjà définies, les 5 pour aboutir, il n'aurait pas besoin de toi. Donc, en fait, au départ, il sait juste se projeter en disant, je veux arriver à faire ça concrètement à la fin. Donc, je veux arriver à changer de boulot. OK. Et à quoi ça se verra? Eh bien, ça se verra. Alors, c'est peut-être, tu as raison, il faut que je refasse déjà mon CV. Ça se verra que j'avance vers cet objectif. C'est peut-être qu'une étape, mais pour le moment, il n'est pas capable d'aller plus loin. Parce que déjà, il a bloqué là. OK. Eh bien, il met déjà ce résultat-là. Et quand vous allez faire un bilan à mi-parcours ou un bilan intermédiaire, de dire, OK, ce résultat, tu l'as atteint. Et pourtant, ça n'atteint pas le j'ai changé de job. Ça serait quoi le résultat suivant que tu veux atteindre? Et donc, vous pouvez comme ça enrichir le contrat d'objectif. Nous, il est revu régulièrement parce qu'en plus, dans des entreprises, il y a des changements d'organisation. Donc, parfois, il y a un objectif qui est caduque. Donc, il faut pouvoir les rédiger. Donc, ça reste vivant, les objectifs, pendant tout le coaching. Donc là, pour aller plus vite, je vais vous donner des choses qui m'ont marqué. Donc j'interagis en confiance avec mon entourage. OK, pourquoi pas. Et le résultat, je me serais approprié ces phrases sans inquiétude. Je dirai librement ce que je pense avec tact. J'entendrai et recevrai les messages sans a priori. Donc là, le verbe est tout conditionnel. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui bloquent chez lui. Et de dire, OK, ça, c'est ce que tu voudrais et que tu pourrais et que tu voudrais pouvoir faire plus tard. Une fois que tu y es là, dans 6 mois, dans 8 mois, qu'est-ce que tu diras? C'est pas je me serais approprié, je dirais librement ce que je pense, voilà, ou je dis librement ce que je pense. Il faut vraiment, c'est verbe au présent, verbe d'action au présent. Deuxième objectif, j'analyse avec lucidité. Alors, j'analyse, ce n'est pas un verbe d'action. Ce que je ressens afin d'accueillir toutes mes émotions. Et alors, le résultat, il est énorme. J'adore. Mais j'adore parce que ça traduit plein de choses chez nos clients. Chacune de mes émotions prend sa place au bon moment. Mais c'est super, c'est que les émotions, elles bossent à sa place. Moi, ça, c'est drôlement bien. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que c'est lui que je coach et pas ses émotions. Donc, c'est finalement comment on va rédiger ça avec lui, évidemment, et on va le confronter là-dessus en disant, mais dis-moi, tu me parles de tes émotions, mais vos émotions, c'est qui les exprime? Et qu'est-ce que tu as fait dans ton contexte? Comment tu as agi pour que ces émotions, ou qu'est-ce que tu mets en place comme action, comportement pour que ces émotions s'expriment différemment? Donc, on va aller plutôt centrer sur un résultat comportemental concret qui se voit. J'agis en toute autonomie et responsabilité. Je choisis de dire ou de ne pas dire. Et le résultat, c'est j'éprouve davantage de liberté dans mes décisions et actions. Je ressens de l'harmonie dans mes décisions et actions. Alors déjà, à chaque fois, il y a toujours 2 phrases. Donc, je dis, c'est laquelle on garde? Là, c'est pareil, il y en a 2, même 3. Et là, j'éprouve davantage de liberté, je ressens de l'harmonie. On dit, OK, mais laquelle on choisit? Et puis, j'éprouve et je ressens comment moi je le verrai. Moi, coach. Parce qu'en fait, c'est ma feuille de route à moi aussi. Si je veux l'amener à avancer, il faut que je sache s'il avance. Et tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel et du ressenti, c'est très sujet à l'état dans lequel est votre client aujourd'hui. Et donc, il faut éviter, quand on veut mesurer, pour qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit spécifique et il faut qu'il soit donc concret. Et donc, sorti des émotions et des ressentis. Du coup, ce jeune coach a rédigé autrement. C'est les mêmes indicateurs, c'est les mêmes objectifs et ils sont rédigés complètement différemment. Je fais waouh! J'interagis en confiance avec mon entourage, c'est devenu je développe mon assertivité, je m'exprime, je défends mes droits et mes opinions sans empiéter sur ceux de mon entourage. Ça devient un peu plus tranché. Mais encore une fois, il y a 2 choses. Je développe mon assertivité ou je m'exprime, mais on choisit l'un des 2, on n'en met pas 2. En résultat, j'accueille les feedbacks et les feed-forward en toute confiance. OK, j'accueille. Verbe, c'est pas un verbe d'action, mais c'est concret. Je comprends mes émotions. Aïe, je comprends. Ce n'est pas un verbe d'action. Je comprends, c'est là-haut. Et c'est pas parce que votre client sait faire qu'il fait.
je vais donner quelqu'un qui ne veut plus, qui déteste conduire. Donc, il sait conduire, mais il ne conduit pas. Ok. C'est vraiment la différence entre savoir et faire. Et là, vraiment, dans les objectifs, il faut faire attention à ça. Il y en avait un, à un moment, c'était là. Je prends le temps d'analyser. Non, je prends le temps, c'est encore pas, c'est j'analyse directement. Je prends pas le temps d'eux, parce que si je prends le temps d'analyser, peut-être que finalement, je me dis, ah mais oui, mais j'avais pas du tout le temps, alors j'ai pas pu analyser. Ah bah, je mets un blocage ailleurs, c'est super. Encore une fois, je m'offre des, des chemins de traverse pour éviter d'atteindre l'objectif. Auto-sabotage. Donc, c'est je prends le temps d'analyser mes ressentis avant de réagir. Donc là, c'est pareil, il y en a deux, hein, on décide de l'un ou de l'autre, toujours le plus concret, le plus pragmatique possible. Mon entourage, en résultat, se sent moins agressé. J'ai dit en forme positive. Notre cerveau n'est pas capable de faire du moins d'agression. Il va être capable de faire du positif. Donc, ça me va la deuxième formulation. Mes réactions sont plus adaptées, mais pas je me sens moins agressée. D'accord? On va le tourner, on va faire travailler le client pour qu'il le tourne en positif. Si ton entourage doit être moins agressé, il doit se sentir comment? Ben, moins agressé. Et en positif, du coup, il doit se sentir comment s'il n'a pas été agressé? Qu'est-ce qui a progressé dans votre relation? Là, c'est pareil, je m'offre davantage de liberté dans mes décisions et je me permets d'ouvrir le champ des possibles. Je me permets, ce n'est pas un verbe d'action, c'est j'ouvre le champ des possibles. J'y vais, je fonce. En fait, plus vous le faites rédiger des phrases verbalisées, en tout cas, c'est vous qui allez les rédiger, des phrases avec un verbe d'action au présent, plus déjà il est dans une programmation, hein, en PNL, programmation neurolinguistique, qui s'est programmé pour se mettre en action. C'est un verbe, on est dans l'agir. Et dans le résultat, je ressens de l'harmonie. Bon, je constate plus de liberté et de sérénité dans mon entourage. Concrètement, à quoi ça se constate? Hein, je m'engueule moins avec ma femme, c'était le cas. Mes enfants arrêtent de claquer les portes à la maison. Ah, ok. Parce que du coup, c'était à la fois du professionnel, mais qui rejaillissait sur du personnel. J'ai terminé pour ma part. C'était très précieux, Séverine. Je ne sais pas si les participants ont bien ressenti la puissance et les spécificités que tu as évoquées. Il y a quelques questions aussi qu'on a reçues dans le chat. Julie, est-ce que tu veux qu'on les traite maintenant ou on passe à notre point et on revient dessus après? Ouais, on va peut-être passer à notre point, comme ça fera vraiment la synthèse globale qu'on va vous offrir à la fin, mais on a vu les questions, on les a bien en tête. Donc, vous avez bien compris, et je reviens sur ce point-là, on a considéré qu'avec Séverine, vous avez là le combo gagnant. D'un côté, les contrats de prestation de services de coaching Kujo vous fournit dans lesquels vous avez le cadre juridique absolument à respecter pour être bien sûr en conformité avec votre déontologie, mais surtout pour être juste en conformité avec la loi, puisque vous êtes, avant d'être coach, un entrepreneur et donc vous avez des obligations légales. Et la puissance et la manière, la technicité que Séverine vient de présenter pour vous permettre de mieux cadrer la relation de coaching. On sait que tout part de la manière dont est rédigé l'objectif SMART. Et je dois avouer que pour ma part, je me suis rendu compte que sur certains aspects, j'étais un peu light dans la fixation de l'objectif. Et on voit qu'avec les exercices que tu nous as donnés, on peut voir à quel degré de granularité il est attendu du coach d'aller pour pouvoir justement mieux cadrer la relation. Julie, il n'y a pas de Une question, présentation. je te coupe, Oriane, 3 secondes. Normalement, votre superviseur doit revenir sur vos objectifs, hein, de coaching, parce que si ça ne s'embraye pas dans le bon sens, c'est que peut-être ça vient de tricot perdu une maille dès le départ au moment de Oui, la rédaction des objectifs. Donc en supervision, oui. moi je re-regarde effectivement les objectifs
Tu as Et la raison parce qu'il y a méthode est beaucoup sûrement de clients, enfin moi j'en vois aussi dans mon cadre, qui sont très gourmands. Ils ont Eh oui. payé, donc on a un gros lot d'objectifs. Et si c'est pas recadré malheureusement dès le départ, eh bien, soit le coach se perd, soit le Oui. client se perd. Et courir plusieurs lièvres à la fois, c'est complexe d'arriver à un résultat. C'est Alors, déjà Julie, il n'y a pas problématique. la présentation qui apparaît pour la partie Ujo. Il n'y a pas de PowerPoint, donc PowerPoint ou pas, peu importe. Ce que l'on veut absolument vous renforcer, c'est que vous devez absolument avoir des contrats de prestation de coaching solides, c'est-à-dire en conformité avec la loi, bien sûr mise à jour parce que la loi évolue, et avant tout, dans ce contrat, vérifiez si vous en avez qui ne sont pas ceux d'Ujo. Ceux qui ont ceux d'Ujo, vous pouvez ne pas m'écouter. Vous devez avoir un objectif clair fixé dans ce contrat et une clause de responsabilité qui permet donc d'éviter certains écueils qui sont, comme on l'a un peu évoqué, l'obligation de résultat. Vous n'avez pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, et de faire tendre tout le coaching par rapport à ce résultat attendu, soit du N+1, soit de votre client, et de protéger aussi votre responsabilité personnelle dans le coaching, et éviter donc que vous soyez poursuivi, ou que le client, que ce soit l'entreprise ou le client en individuel, ne souhaite plus vous payer parce que selon lui, vous n'auriez pas, vous, atteint vos objectifs. Donc, importance de fixer le cadre dans le contrat, d'avoir cette clause de responsabilité, bien sûr, les clauses de protection des données personnelles qui vont avec, et surtout de s'assurer que le client a bien compris ça pour que lui aussi, il ait conscience de ses obligations pendant le coaching, comme vous en avez, lui en a. Exactement. Donc, on a une métaphore qu'on aime bien avec Oriane, hein. C'est que vous ne pouvez pas vous permettre de dire je conduis super bien, mais j'ai jamais passé le permis de conduire. Personne ne va vous croire. Vous perdez en légitimité. Et c'est la même chose avec votre éthique et votre pratique professionnelle. Même si vous êtes le meilleur coach du monde, super bien formé, affilié ou pas d'ailleurs à une fédération, si vous n'êtes pas en conformité avec votre cadre juridique, votre éthique ne vaut rien. C'est un château de cartes qui va s'effondrer très rapidement. Et Oriane a donné des exemples super concrets. Ces exemples-là, on les a vus passer à de multiples reprises chez des personnes qui ensuite sont devenues des clients ou Joe, mais n'inversez pas la logique. Vous êtes des artisans, vous apprenez, c'est hyper important pour vous d'apprendre en continu, et aller faire un tour sur le site unique. Vraiment, c'est pas de la pub gratuite, c'est qu'ils sont, nous on les adore, c'est vraiment du sur mesure, école à taille humaine. Donc formez-vous, vous êtes des artisans, vous avez besoin de vous former, mais n'inversez pas la logique. Passez par la conformité juridique d'abord. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez des devoirs envers vos clients. Vous pouvez dire ah oui, mais moi je suis coach EMCC, donc bien sûr je suis soumis à la confidentialité. Mais non, ça veut rien dire en fait. Juridiquement, ça ne veut rien dire. Vous n'êtes pas médecin ou psychothérapeute ou avocat. Il n'y a rien d'obligatoire dans le secret professionnel. Donc la seule manière de l'asseoir juridiquement, de prouver à votre client que vous êtes un coach sérieux et aussi de vous protéger en cas de souci, c'est de signer un contrat. Un contrat, et aussi, bien entendu, de mettre en place l'écosystème de conformité juridique globale. On va pas, là, on n'a plus trop le temps, mais le RGPD, c'est fondamental, c'est un enjeu hyper important pour vous, coach. N'oubliez pas que vous êtes au cœur de l'intimité des personnes, et donc les données personnelles, les informations personnelles que vous collectez doivent être ensuite protégées et intégrées dans un système de RGPD qui est bien au carré. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Il nous reste quelques minutes. Alors déjà, vous allez recevoir un mail avec le replay, avec toutes les informations importantes. Il nous reste quelques minutes. On n'a peut-être pas pris quelques questions. Oriane, je ne sais pas si tu as vu dans le chat ou pas pour Séverine. Oui, V.Bernard demande aussi si dans les exemples que tu as donnés, Séverine, et donc les objectifs qui ont été proposés, est-ce que c'était posé, est-ce que c'était posé tout de suite, ou sur plusieurs séances, ou après plusieurs séances?
Alors, normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure à Laurence, je crois, c'est posé à la première séance, lors de la séance où on identifie, où on construit, on aide le client à formaliser, verbaliser ses objectifs. Il se peut que ça prenne plus de temps. Ben, parce que quand tu disais, Oriane, il y a un client qui nous amène comme ça, là, la haute au Père Noël, remplie, ben, on a besoin déjà de le faire travailler, de le confronter pour arriver à revenir à des objectifs qui soient cohérents par rapport au travail que vous allez faire. Vous êtes garant du processus. Donc parfois, ça s'étale sur 2 séances. N'ayez pas peur. En fait, vous êtes en train de faire le gros travail de coaching là. Si vous ratez ça, c'est comme si vous avez raté les fondations d'une maison. Elle va pas tenir bien droit pendant bien longtemps. Ok. Donc vraiment, prenez le temps. J'ai un des jeunes coachs là qui a mis 3 séances. Eh bien, c'est OK parce que pendant 3 séances, il a énormément avancé. Et donc, Oui, tout oui, part de il y la a des chefs clarification des d'entreprise. objectifs. Tout part de la Pardon. clarification des objectifs. Oui. Il y a une autre question que j'aime beaucoup d'Annick Labelle qui nous demande une échelle de sérénité de 1 à 10. Suffit-elle avec les critères expliqués? Alors, ça veut dire que, Annick, vous définissez avec votre client qu'est-ce que ça veut dire 1 en sérénité, 2, nanana, 10 en sérénité. Et il faut qu'il vous donne des exemples concrets. Et on revient à du concret. C'est Être exactement ça. en sérénité 1, c'est quoi? Parce que pour moi, ça ne veut pas dire la même chose que pour vous. Exactement. Donc, avec les critères, ça marche. Avec les critères, ça marche, mais il faudra que ces critères ils soient Oui, avec des éléments. Ah oui, puis 1, ça ne veut pas dire euh, je suis stressée. Concrètement, c'est oui, quoi être stressé? d'accord. Ok. Merci. Et je crois que c'était tout pour les questions. Eh bien, parfait, ravi. Donc, je vous ai pris un extrait de ce que je transmets sur le premier module de la formation de coaching, évidemment, chez Unique. C'est bien de revenir sur les fondamentaux. Je pense que, comme tu le disais, jeunes ou vieux professionnels du bien-être et de l'accompagnement, on a besoin de rappels. On a beaucoup de clients chez Ujo qui ne sont pas des jeunes coachs ou des nouveaux coachs, qui sont des coachs qui se questionnent sur leur juridique après quelques années. De notre côté, pour avoir un peu plus d'informations sur nos offres, nos packs juridiques, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site www.ujo.fr. Vous avez tout en détail sur justement le cadre juridique de votre pratique. Vous pouvez aussi nous adresser un email. On est très réactive sur bonjour@ujo.fr. Et vous avez ce QR code pour prendre rendez-vous avec Julie si vous souhaitez aussi évaluer la pertinence d'un de nos packs par rapport à votre activité à vous. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas, posez-les aussi à Oriane et Julie. Si vous n'avez pas mes coordonnées, elles me les transmettront. Sinon, mon adresse mail, c'est séverine@moachine.fr, c'est-à-dire mon prénom, @monnom.fr. Et vous pouvez écrire aussi sur unic.coach. Ah, merci Julie. J'étais en train d'écrire. UNIC comme université de coaching. .coach. Vous avez effectivement le programme de toutes les formations de complément quand on est déjà coach certifié. Merci Julie. Elle est parfaite. Vous avez été très, très nombreux et nombreuses à assister à ce webinaire. Donc, on sera contente et heureuse de savoir ce que vous en avez pensé aussi. De toute façon, il y aura le replay pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Et je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute, pour vos interactions au sein du chat. Vous avez ainsi honoré la présence de Séverine. Séverine, c'est toujours un plaisir de t'avoir en webinaire avec nous. Partagez. Tu rappelles les fondements, mais aussi tu vas plus loin en nous donnant des tips que tu nous offres tout simplement généreusement pour améliorer notre pratique. Et ça, on t'en est absolument reconnaissante. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, juste avant de clôturer, grâce à Séverine, on a ajouté récemment, nos clients le savent,
un contrat de supervision qui peut être utilisé en individuel ou en collectif, donc un contrat de supervision qui est inclus dans notre solution juridique pour les coachs consultants formateurs. On l'a rédigé grâce à l'appui de Séverine qui nous a amené son regard de superviseur. Donc merci beaucoup et je me fais la porte-parole de nos clients pour te remercier de nous avoir aidés à rédiger ce contrat. Oui, même en supervision, vous devez avoir un contrat de supervision. Ben, c'est pareil, il y a des objectifs. Alors, ils sont peut-être pas ciblés parce que vous venez plusieurs fois en supervision, une fois pour une problématique de pratique, une autre fois une problématique personnelle. Mais bref, à chaque fois, c'est orienté sur le développement de votre activité. Voilà, et j'aime bien je rejoins sur ce que disaient les filles tout à l'heure, c'est coach, c'est votre manière de faire, c'est votre technique, c'est votre posture, mais vous êtes avant tout un entrepreneur, donc très très important d'être dans la légalité à la fois du métier et à la fois de la loi. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup Séverine, merci à tous et à toutes. On vous dit à bientôt et puis bonne semaine à vous tous. Merci pour cet enseignement très enseignant, parfait.